Mathias Tripodi, je vais vous proposer de rejoindre la table pendant que je fais votre présentation. Je rappellerai juste que cet après-midi, on a Christopher Salter qui viendra parler et qui fera un lien entre l'intelligence artificielle, la scénographie et Jacques Polieri. Il est canadien, il arrive de Zurich et il nous rejoindra cet après-midi. Tout ça pour vous dire que par rapport à ce que a voulu nous proposer Anatoly, donc ce lien avec les avant-gardes historiques, les néo-avant-gardes, il est question de tissage, de navigation et le cap. Quel cap on donne exactement? Le cap que l'on donne, c'est un cap qui est par-delà le spectacle, comme j'aimais le convoquer avec Jacques Polieri souvent, d'une présence. Et s'il y a bien quelque chose de l'ordre de la présence, et j'ai parlé aussi de tradition tout à l'heure, c'est... Allez, bon, revenons à quelque chose de plus simple, un peu plus scientifique. Jacques Polieri m'a présenté une femme, il est mort en 2011, il m'a présenté quelqu'un qui vient de partir, qui s'appelle Maria Kodama. Maria Kodama, c'est c'était la femme de Borges, l'écrivain Borges. Jacques Polieri, à la fin des années 80, avait acheté les droits de Aleph, la fameuse nouvelle de Borges, Aleph, la lettre hébraïque. Vous voyez de ce qui est évoqué tout à l'heure sur la question des mots et des lettres. Alors, pourquoi je vous parle de Borges? Parce qu'effectivement, Jacques Polieri, un de ses derniers projets qui n'ont pas pu aboutir, c'était effectivement cette fascination pour cette nouvelle qui va au-delà de l'écriture, bien évidemment. On ne va pas parler d'Aleph aujourd'hui. Pour ma part, il m'est arrivé de faire des articles scientifiques sur Tardieu, sur Mallarmé. J'espère un jour en faire un sur ce projet avec Borges. Mais il y a 3 semaines, j'ai organisé quelque chose à la Maison d'Amérique latine pour le centenaire de la conférence d'Abi Warburg chez Bieswanger, qui lui a permis de sortir d'hôpital psychiatrique. Et on a bien vu qu'il ne s'agit pas simplement d'une conférence, mais d'un rituel. Et j'en prépare une autre pour les 10 ans. Les 10 ans de la publication, par l'autorisation de Maria Kodama, des conférences de Borges sur le tango. Ça sera dans quelques mois. Mais le lien avec le tango, il passe par l'arrivée à la table de Mathias Tripodi. Mathias Tripodi, déjà, on va faire un peu de publicité. Vous êtes le chorégraphe d'une pièce dansée, d'un spectacle et au théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées à Paris, qui s'appelle Tango. Bon, ok, e-tango, voilà exactement le nom. Vous avez été également, vous avez participé à le théâtre national, l'Opéra national de Strasbourg aussi sur un spectacle. Et donc vous êtes également, pas simplement chorégraphe, vous êtes scénographe. Et ce qui me plaît particulièrement, c'est que vous êtes né à Buenos Aires. Et puis comme j'ai commencé la pratique du tango, je trouvais ça sympathique. Mais je vous invite pas parce que j'ai assisté la semaine dernière à une initiation de tango avec vous et j'ai trouvé une future partenaire de danse de tango, mais il s'agit surtout que vous n'êtes pas simplement scénographe, chorégraphe, vous êtes également linguiste de formation. Alors voilà, on a parlé sémiotique, sémiologie, linguiste, bon d'accord. On a parlé surtout d'une journée de recherche et il m'a semblé pertinent dans cette salle où normalement il ne devait y avoir que 64 places, ce qui veut dire 64 cases, puisqu'on a des cases dans cette ancienne salle des cartes. C'est le plateau du jeu d'échecs, mais c'est aussi le fameux livre du Viking. Et vous avez la particularité dans votre travail de recherche, dans votre pratique, d'avoir utilisé votre rapport de la linguistique pour écrire un alphabet qui fonctionne lorsqu'on s'est parlé sur également 64. Donc votre travail chorégraphique, donc on sait bien que depuis Laban également, on n'a pas évoqué le rapport à la danse, on est passé plutôt sur le théâtre, mais il m'a semblé important de donner la parole à quelqu'un qui a une pratique en fait traditionnel ou de l'ordre de la modernité, effectivement, ce tango, et surtout, ça fait sens par rapport à cette recherche sur la question de la linguistique. Donc, vous avez carte blanche. Merci de me faire confiance pour cette journée. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre sur votre présentation? Aussi le ballet de l'Opéra de Leipzig, la compagnie de critique contemporaine Les Choses de Rien, la Fabrique autonome des acteurs, et de 2017 à 2020,
Mathias, vous-même, vous avez déployé une série de collaborations avec le CCN de Mulhouse, l'Opéra National du Rhin, je viens de l'évoquer, et puis, bien évidemment, vous avez travaillé sur Astor Piazzolla, mais revenons non pas à notre sujet, donc encore une fois, peut-être que vous découvrez Poliri. Je trouve que dans cette journée de recherche, vous allez pouvoir nous fournir un éclairage sur un éclairage. Tout ça est très lumineux et tout ça, c'est vous avez la voix, votre voix, et nous sommes heureux de vous ayez accepté de parler aujourd'hui dans ce lieu. Merci Mathias. Merci beaucoup Franck pour cette invitation. Et avant tout, encore bonjour à vous. Merci pour cet événement. Une première question très importante, combien de temps j'ai ? Alors, on est censé terminer à 12h30. Ok. Donc, vous avez... Donc, je vais être dynamique. Parce que normalement... C'est dans du tango, je vous ai vu. C'est très dynamique. Voilà, je suis venu pour vous parler d'un projet. Et c'est un projet qui m'accompagne dans mon parcours depuis quelques années déjà, disons 15 ans presque. Et donc, c'est un sujet sur lequel je peux parler très longtemps. Donc, je vais essayer de vous faire une présentation adéquate au contexte de cette présentation et vous partager quelques angles de vue qui pourront être éventuellement riches pour faire des autres liens avec des autres thématiques qui ont été traitées ces matinées et le reste de la journée qu'ils seront traités. Je m'excuse déjà pour mon français, je suis argentin et j'ai appris le français hors de mes voyages en France et il se peut qu'il y a bien évidemment un accent et peut-être des fautes. Voilà, que je m'excuse déjà en avance. Bueno, mon projet aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un projet qui nous amène à l'histoire de l'art ou à une pièce concrète qui a été déjà créée pour l'analyser. Et moi, je veux plutôt présenter cette démarche que je mène depuis quelques années et qui consiste dans un projet concret. C'est un système d'écriture du mouvement pour la danse du tango. Et donc, c'est un sujet qui va nous mener à des problématiques beaucoup plus larges et beaucoup plus amples. Mais je vais essayer d'être quand même assez concrète par rapport à la genèse, l'apparition, la naissance de ces projets, car je trouve que dans ces événements concrets, on peut déjà trouver des éléments très inspirants pour une future réflexion plus large et plus générale. Donc, ce projet d'écrire la danse du tango, il est né d'une manière un peu circonstancielle, qui est très liée avec mon parcours particulier, disons. Et moi, je suis né en Argentine. J'ai commencé à faire mes études en linguistique quand j'avais 17 ans. Et en même temps, j'ai commencé à apprendre la danse du tango. Cette simultanéité dans deux milieux très différents, l'université, le monde académique et les tangos, avec un savoir-faire plutôt de l'ordre du populaire et construit génération à génération. Cette simultanéité a créé, disons, des éclats ou des chocs dans mon parcours et dans ma démarche. Et tout en mettant en tension donc les milieux académiques, les milieux populaires, les jours et la nuit, disons. Pendant des années, quand j'ai commencé à apprendre cette danse, j'ai assisté au cours de l'université plutôt en journée, vers la fin de journée, et ensuite j'allais au bal. Du coup, ça a été très concret et très réel, disons, cet voyage de deux univers différents, jusqu'à qu'à un moment donné, pour une raison ou une autre, et j'ai commencé à essayer de penser certaines catégories de la linguistique et du langage et de la littérature avec des exemples de situations concrètes que je voyais au bal et inversement essayer de réfléchir des concepts de la linguistique à partir de mon vécu dans les bals et dans cette pratique concrète. Donc il s'est commencé à produire une espèce d'aller-retour où j'ai commencé à creuser qu'est-ce qu'il s'est passé dans les bals, dans cette expérience du corps et du vivant, du danse, du social, à partir des catégories que j'ai retrouvées dans la littérature autour de la linguistique et plusieurs théoriciens.
Il faut contextualiser les tangos. Qu'est-ce que c'est les tangos quand on parle de tango? Parce que les tangos, ils puissent être des choses très différentes. Ces tangos que je parle, c'est un tango social, c'est un tango qui se danse au bal, c'est un tango qui a été transmis génération par génération jusqu'à la génération de mes parents, dans laquelle il y a eu une grande coupure dans cette présence du corps dans les bals tango. Et ensuite, à partir des années 80, après la dernière dictature militaire, les tangos, il a commencé à reprendre de plus en plus d'ampleur et appeler une curiosité renouvelée par rapport à qu'est-ce que c'était le tango en Argentine. Donc quand moi j'ai commencé à danser le tango, j'étais un des peu jeune dans ces milieux, avec mes 17 ans, 18 ans, au milieu de toute une communauté très affirmée du tango qui avait au moins 40 ans, 50 ans d'âge et qui avait appris le tango à travers toute une génération qui avait à cette époque-là 60 ans, 70 ans. Donc c'est là pour contextualiser concrètement cet espace. Cela c'était autour des années 2001, donc la grande crise en Argentine que vous devez connaître. Donc le tango à ce moment-là, il avait aussi une particularité. Il est devenu un espace qui recevait n'importe quelle personne de n'importe quelle origine d'une manière très forte. Dans la danse, on n'avait pas trop envie de parler de notre métier ou de notre réalité concrète. On se rencontrait plutôt à travers de l'art. On cherchait à travers du tango et de la danse à se relier à nos émotions, à la musique, à nos identités. Et tout cela permettait vraiment une espèce de rhizome très 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 fort qui s'est caché dans les rues de Buenos Aires, dans des lieux un peu improbables, où les gens qui connaissaient, ils venaient pour danser et se rencontrer. Donc c'est cet espace, cet environnement qui va attirer mon attention parce que c'est là où j'ai inscrit mon expérience. Donc on ne parle pas d'un tango chorégraphique ou de virtuosisme, de mouvements spectaculaires. On parle d'un tango qui va plutôt vers l'ordre de l'intime, où il y a des rapports du féminin et du masculin mis en question, même si en apparence il semblera très dite classique, une forme un peu classique qui nous renvoie au début du XXe siècle. C'était quand même un espace où tous ces éléments, ils pouvaient se poser sur la piste, pas sur la table, mais sur la piste, et se négocier entre tous dans leur propre interprétation. C'était aussi un espace très particulier car il avait une rencontre de générations très forte. Ça veut dire, moi, je dansais avec des femmes de 70 ans dans un rapport d'intimité très proche où chacun essayait de mettre là sa propre sensibilité. Et j'ai discuté avec des hommes qui avaient peut-être 40 ans d'écart avec moi, mais on parlait dans une forme d'égalité et de connexion malgré nos différences. Et tout cela, j'aime bien le préciser, car des fois, ce n'est pas a priori la première image qu'on a du tango, mais ce tango, en tout cas cet événement social qui s'est produit historiquement dans cette période-là, autour des années 2000, et qui a continué encore, on pourrait dire, jusqu'à 2015, et c'était un environnement très particulier. Il avait vraiment la coexistence des éléments très différents qui se reliaient ensemble. Et parmi tous ces milieux, il y avait bien évidemment des cours de tango, mais les centres, c'était les bals, l'espace d'aller danser. Pendant ce temps-là, il y avait bien sûr des gens qui venaient des autres pays, avec la curiosité de cette danse, qui, suite à certains spectacles, à certains films, ils commençaient à convoquer à nouveau une forme de curiosité très particulière. Et il y avait aussi des gens comme moi, d'une génération différente à celle qui avait reçu le tango d'une manière quotidienne. Donc autant ces personnes qui venaient de l'extérieur comme moi, qui venaient d'une autre génération, donc avec un certain décalage culturel, et pas culturel mais générationnel, on avait des questions. Donc on posait beaucoup de questions où on demandait plus ou moins des mots à ces anciens maîtres du tango qui, eux, à leur tour, ils ont reçu les tangos d'une manière plus orale, plus quotidienne. C'est ces choses qui, eux, ils avancent ça dans leur vie d'une manière très à portée de main, où on n'a pas forcément besoin de théoriser comment est-ce que ça se passe. Un exemple,
la manière de se comporter dans un restaurant à Paris, on ne va pas l'expliquer à un copain qui est aussi parisien et qui a aussi la même expérience. Mais pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, des fois, c'est tout un sujet anthropologique très intéressant. Mais bon, et cela dit, ces générations de maîtres du tango, que c'était des gens normaux, qui avaient leur travail, leur vie, et que pendant la nuit, ils allaient danser, il devenait à une place de devoir porter une certaine parole pour expliquer la danse à ces nouveaux arrivants des autres pays ou des autres générations qui posaient des questions. Donc ça produit ce que j'appelle l'émergence, l'apparition du langage dans les tangos, et pour utiliser un imaginaire un peu mythique, mais c'est le début de cette pratique de mettre des mots sur ce qu'on fait dans cette danse. Dans une danse qui traite les corps, donc qui dit le corps, c'est les sensations, c'est la simultanéité des perceptions et la complexité d'une multiplicité d'entrées qui se mélangent. Non? Donc, ces anciens maîtres, ils vont commencer à expliquer les tangos avec des métaphores, avec des comparaisons, avec des phrases plus ou moins osées, et avec des affirmations, où à grosso modo, la modalité discursive, elle va être « moi, je suis le tango ». Donc c'était un peu, ces vieux danseurs, ils affirmaient, ils portaient eux-mêmes dans leur vie les tangos, et au moment de les transmettre, les premières gestes, c'était dire, voilà, les tangos c'est moi, je vais vous partager cette vision qui c'est les tangos. Ça déjà, ça nous donne une information importante. Les tangos, il était déjà encore vécu d'une manière très forte avec la propre identité. C'était un art assumé vraiment d'une manière identitaire. Donc, après, les générations, on va dire, des autres profs de tango qui viennent avant moi, ont commencé à mettre un peu plus de relativisme. Ils ont dit, les tangos, ils peuvent être plusieurs choses, mon tango, c'est ça. Donc, c'est un peu avec cette génération que j'ai appris, et où déjà, on commence à voir à percevoir un peu la présence du multiple. Donc, les tangos, d'abord, il était un peu... Les multiples du tango, il n'était pas nommé par cette maître qu'il va dire « les tangos, c'est moi ». Après, il va commencer à apparaître un peu derrière cette mention « les tangos, ils peuvent être plusieurs choses, mais je vais vous partager mon tango ». Mais les multiples, encore, ils se cachent un peu. En revanche, ils se manifestent au bal. Au bal, on n'a aucun doute, les tangos, ils peuvent être plusieurs choses différentes. Et un peu ma démarche, très inspirée de la linguistique, très inspirée de certains théoriciens, et elle va être... Dites un peu comme étudiant de linguistique, le tango il va être un système d'options qui va permettre de paramétriser, si on veut, des styles ou des profils particuliers. Mais quelque part, mon positionnement vers cette diversité pédagogique et culturelle va être me dire, OK, on va essayer de traiter le tango comme un langage, on va essayer de le comprendre comme un système d'options, et on va essayer d'écrire et expliquer ce qu'il se passe d'une manière plus systématique. Donc cette manière de formuler les choses, déjà, il y a certaines influences de Chomsky, de Halliday, un autre théoricien de la même époque de Chomsky, où il y a fortement cette idée de la langue, du langage comme un système. Et comme un système d'options. Et selon les options qu'on choisit, la paramétrisation de certaines formes de langue spécifiques. Bueno, cette manière de penser le tango comme un langage, il était aussi motivé par une autre situation très concrète, c'est qu'à cette époque-là, les professeurs ou les gens qui parlaient du tango, ils utilisaient cette métaphore, le tango c'est comme un langage. Et ça revenait assez souvent dans nos discussions autour du tango, et c'était quand même une métaphore qui commençait à se poser. C'est une métaphore qui commençait des fois à remplacer celle du couple homme-femme, qui des fois elle s'utilisait pour expliquer les rapports. Et du coup, la comparaison avec le langage, il permettait un point de vue et une perspective sur la danse d'une manière plus froide, si on veut, ou plus systématique, plus sur la mécanique de qu'est-ce qu'il se passe vraiment dans l'enjeu de cette danse à deux. Donc cette phrase qui
survolé la scène du tango et la transmission du tango. Autant qu'étudiant de linguistique, elle a déclenché une suite presque obligatoire qui c'était, ok, si le tango c'est un langage, ça veut dire que toutes les idées et les catégories qu'on a imaginées pour le langage, on pourrait les utiliser pour penser le tango. Donc d'un coup, je me retrouvais avec une bibliographie énorme, avec toute une liste d'auteurs très 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 forts, surtout dans le XXe siècle, autour de la linguistique moderne, pour m'en servir justement, pour me rapprocher à cet objet du multiple, un peu confus, un peu chaotique, un peu comme un aleph aussi. Et qui était là, que c'était le tango, et qui, quelque part, attirait ma curiosité, donc mon besoin de prendre plus conscience de ce qu'il s'est passé là-dedans. Donc là, je vais commencer toute une série d'essais, de recherches, où concrètement, je prenais un article de la linguistique et je l'appliquais au tango pour voir qu'est-ce que ça a donné. C'était un peu une opération presque d'un scientifique dans un laboratoire très précaire, hein, parce qu'on n'avait pas besoin d'outils techniques trop sophistiqués, seulement pour un certain concept et voir quelle résonance elle pouvait produire dans le tango, avec les matériaux du tango. Donc cet acte, après coup, je me suis rendu compte qu'il aurait pu être assez réductionniste, parce que quelque part, il me menait à penser cette danse de multiples, sans mots, de sensations plurielles, avec un système de catégorisation très précis et très défini. Donc, quelque part, c'était un peu comme stratifier cette diversité du tango à partir de l'angle de vue d'une voie légitimée, institutionnelle, académique. Donc ça aurait pu avoir une conséquence réductrice de ce qu'il s'est passé, mais heureusement, ça ne l'a pas eu, car cette opération que je vais commencer à faire à plusieurs reprises, de prendre une catégorie de la linguistique et la transposer aux matières de l'expérience du tango, ça va me permettre d'ouvrir plusieurs questions nouvelles, trouver de nouvelles questions et trouver aussi des limites où justement ces rapports ils rentraient en tension. Et un des exemples de transposition de catégories, c'est j'avais pris l'ouvrage, bon, bien sûr, l'introduction à 1000 plateaux, Rhizome, et ça a été très 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 intéressant pour penser la réalité du tango. Ensuite, il y a un travail de Bakhtin, un auteur russe qui avait travaillé sur Rabelais et le carnaval dans le Moyen-Âge. Ça avait été aussi très 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 fort pour moi, essayer de transposer cette analyse du carnaval du Moyen-Âge et du Rabelais au tango, pour justement trouver que le tango, il se construisait comme une espèce de pratique similaire à celle du carnaval de la Moyen-Âge, où les rôles sociaux ils pouvaient s'inverser, où il y avait une forme de déguisement autour d'une esthétique tango qui neutralisait les différences sociales et des indices sémiotiques extérieurs, où il y avait justement une mise en cause des paramètres de beauté, car au tango, une personne qui ne rentrait pas dans les paramètres de beauté dans le monde extérieur, à travers les valeurs de la danse et d'une certaine personnalité de la danse, elle pouvait revenir la personnalité plus importante du bal. Donc, cette transposition, elle m'a beaucoup aidé dans ma manière de penser et de questionner le tango. Et ensuite, il y a eu des autres auteurs, mais parmi eux, un auteur ponctuel qui s'appelle Walter Ong, qui a publié dans les années 80 un ouvrage qui s'appelle Oralité et écriture, technologie pour la parole. Je l'ai traduit directement de l'anglais au français, mais je ne sais pas si c'est la vraie traduction agréée de cet ouvrage. Dans cet ouvrage, il analysait des procédés techniques qui articulaient une culture de la oralité avant de connaître l'écriture. Et il mentionnait aussi comment l'apparition de l'écriture et ensuite de l'imprimerie, il transforme énormément nos rapports
du langage et ce qu'on peut faire avec les langages. Et jusqu'à un point de transformer vraiment nos manières de penser et de réfléchir. Et il annonçait déjà qu'avec le monde du virtuel, nous allons traverser encore un nouveau grand changement. Donc c'est très intéressant, c'est les années 80, c'était vraiment les débuts de toute une nouvelle technologie pour la parole, pour utiliser encore le langage de Walter Ong. Mais déjà, il avait un peu cet éclaircissement par rapport à un phénomène qui était en train d'arriver. Donc, suite à cette lecture, j'ai regardé le tango à nouveau et je me suis dit, le tango, donc si on considère la danse du tango comme un langage, celle-ci sera un langage de la oralité. Car la manière de transmettre, finalement, elle nous renvoie à plein de procédés qu'on puisse trouver aussi dans les cultures de la oralité. Par exemple, les pas du tango, il se transmet d'une manière très similaire comme des phrases mémotechniques dans la poésie d'une culture orale. Il y a des débuts qui sont similaires et des fins qui changent. Donc, cette structuration pédagogique du tango à travers des séquences, des pas, elle commençait à faire sens. Voilà. Elle fonctionne comme ça car elle vient de cette culture orale. Plein de procédés de transformation et de réadaptation, de réinterprétation d'un matériel donné, il pouvait être interprété donc, en contextualisant la danse du tango comme un langage de la oralité. Et là, ça va se poser une question, que c'est qu'est-ce qu'il se produira si on imaginera un système d'écriture pour le mouvement du tango. Comment est-ce que l'invention de l'écriture pour le tango il puisse modifier nos manières d'organiser l'information de ce qu'on fait? Quel autre angle de vue on peut ouvrir à partir de cette danse? Donc là, aussi, il avait une autre curiosité. La culture du tango et la danse du tango, si on la interprète comme un langage, elle avait vécu un ordre différent que celle du langage, comme par exemple le français. Les Français, on a eu la oralité, l'écriture, l'imprimerie, les registres audiovisuels et après toutes les technologies virtuelles. Le tango, il pourrait nous proposer une série historique séquentielle différente parce que tout en étant au sein d'une culture de l'écriture et déjà dans le virtuel, il proposerait un passage de la oralité à des enregistrements audiovisuels, car effectivement, les personnes déjà dans les années 90, ils ont commencé à utiliser de plus en plus la vidéo, et après, l'écriture. Donc, on aurait une séquentialité différente. On passerait de la oralité à la captation audiovisuelle et après coup à l'écriture. Et du coup, ça m'interroge toujours de voir jusqu'à quel point cet ordre différent que celles-ci qui ont vécu les langues, il puisse aussi nous donner quelques inspirations ou quelques réflexions encore à faire. Donc, avec la transposition du Walter Ong au milieu du tango, il y a d'abord la conclusion de que le tango, il s'articule sur les technologies de la oralité, et en même temps, il y a la formulation d'une question. Une question, justement, qui va dépasser ce cadre de transposer des catégories d'un domaine à une autre. Question qui va me mener à qu'est-ce qu'il se passera s'il y aura un système d'écriture pour le tango. Donc, cette idée reste dans ma tête. En 2013, je ne vais pas raconter trop les anecdotes de la circonstance spécifique, mais ils vont venir. Je vais me retrouver dans un moment où, autant que professeur et autant qu'élève, je me sentais assez capable d'expliquer qu'est-ce qu'il se passe dans la danse du tango, tout en utilisant une espèce de méthode, un peu comme si je me positionnais comme un linguiste face à un langage, en essayant de construire une grammaire. Ça a été un peu mon positionnement face au matériel pédagogique du tango et à mon expérience. Ce positionnement, il va me mener à essayer de chercher les mots de contradiction possibles. Et ça va me mener à fonctionner un peu à la manière d'un structuraliste, où je vais chercher les valeurs plus fondamentales qui organisent ce qu'on fait avec les tangos. Et là, je vais arriver à pouvoir expliquer plein de situations du tango à partir de deux sensations, les changements du poids du corps et les changements d'orientation du corps.
Et à ce moment-là, ça arrive 2013, je pouvais expliquer assez bien, disons, tout un ensemble de mouvements du tango. Et je me suis dit, voilà, si je vais créer un système d'écriture, il suffira pouvoir représenter graphiquement ces concepts et on pourrait avoir un système d'écriture. Et là, une première note encore, il y avait toujours là les fantômes de Chomsky, linguiste, qui me harcelait et qui il disait une grammaire, il doit être descriptif et explicatif, pas seulement descriptif. Pour faire une grammaire, il ne suffit pas de créer une nomenclature, une espèce de tautologie où on dit telle chose, ça s'appelle de telle façon. Il faut qu'une grammaire puisse expliquer comment est-ce qu'on produit le langage et comment est-ce qu'on l'interprète. Donc, à ce moment-là, quelque part, mon projet il s'inscrivait bien sur cette perspective, car je ne vais pas essayer de créer des signes pour représenter quelque chose comme celui qui pourrait mettre des étiquettes. Je veux créer un système d'écriture car j'ai compris comment est-ce que ça fonctionne, cette matière, et car je pense qu'au moins, jusqu'à un certain nombre de cas, je vais pouvoir représenter ces paramètres et du coup, je vais pouvoir représenter ce qui se passe. Donc, ce projet il va devenir un projet autant théorique qu'artistique. Donc, dans toute la recherche, il va avoir la recherche des partitions, mais aussi une enquête graphique qui, de mon point de vue, elle va être cohérent par rapport à ce double monstre, cette double facette qu'il y a les tangos, que c'est, en tout cas, les tangos tels comme nous, on les perçoit aujourd'hui, ou comme moi, à cette époque-là, je les percevais, c'est-à-dire comme un monstre de deux visages, un très analytique et mathématique, et une autre très poétique et générale et fluide et chaotique. Donc, ma démarche théorique et graphique, elle va aller un peu sur ces deux directions en permanence pour essayer de garder justement une cohérence technique par rapport à l'objet que j'ai étudié, car il avait une autre fantôme autour de moi, celui de Walter Benjamin, qui il avait dit, je ne sais pas où parce que je ne pourrais pas les citer, mais dans mon séjour à l'université, ça avait été cité d'une manière très forte. Il ne suffit pas d'avoir un drapeau pour dire j'appartiens à une telle partie ou à une autre. Il avait dit ça pour la politique. Il faut que dans la technique et la manière d'organiser les actions, cette technique, cette identité soit dite quelque part. Autrement dit, on voit les différences politiques, voilà, ça c'était le discours de Walter Benjamin, pas dans la couleur d'un drapeau, sinon dans la manière de faire et d'organiser les actes. C'est moi, je dis que je suis très républicain, mais finalement je ne fais pas assez de rendez-vous et des actions républicaines. Voilà, on peut mettre en cause jusqu'à quel point j'appartiens ou pas à cette casquette, disons. Mais c'est là, dans les milieux artistiques, c'était je dois respecter une certaine technique, cette dualité du tango analytique et poétique dans ma démarche. Donc ma démarche, elle va être autant de l'aspect théorique que dans l'aspect graphique, toujours sur l'attention d'aller vers quelque chose qui explique de manière théorique qu'est-ce qu'il se passe, mais qui aussi ouvre des portes vers des formes plus artistiques. Donc voilà des recherches et une citation très importante, celle de Borges, qui va un peu cadrer aussi mon travail par rapport à l'écriture. Je vous cite, je vous lis. C'est un extrait de La rigueur de la science qui a publié Borges en 1960. Il dit « En cet empire, l'art de la cartographie fut poussé à une telle perfection que la carte d'une seule province occupait toute une ville et la carte de l'empire toute une province. Avec le temps, ces cartes démesurées cesseront de donner satisfaction et les collègues des cartographes les verront une carte de l'Empire qui avait les formats de l'Empire et qui coïncidait avec lui, point par point. Moi, passionné pour l'étude de la cartographie, les générations suivantes réfléchiront que cette carte dilatée était inutile et non sans pitié. Elles l'abandonneront à l'inclémence du soleil et des hivers. Dans les déserts de l'Ouest
subissent des ruines très abîmées de la carte, des animaux et des mendiants les habitent. Dans tous les pays, il n'y a plus d'autres traces des disciplines géographiques. Bon, c'est une construction poétique d'un supposé empire chinois qui allait construire justement une carte qui finalement allait avoir la même taille que son objet de représentation. Cet fragment, il est venu aussi comme une espèce d'influence important, comme un repère, car ça m'a permis de traiter l'écriture chorégraphique d'une manière plutôt reliée au langage que reliée à des autres projets d'écriture chorégraphique. Pourquoi? J'avais déjà un peu l'alerte, il ne faut pas tout représenter. Pour qu'un système de représentation soit utile, il ne faut pas tout nommer, il ne faut pas tout représenter, car sinon la représentation, elle glisse vers cette absurdité d'être assez complexe que la réalité, et elle va nous faire perdre, on va dire, dans son environnement des signes. Donc, avec toutes ces références et ces repères, je vais, et avec l'expérience de pouvoir expliquer un peu les systèmes de notation, je vais dessiner déjà les premiers signes. Je vais trouver une manière très simple que je pourrais vous expliquer dans un autre contexte, en faisant un tout petit trait pour la jambe d'appui et un long trait pour la jambe qui se déplace, tel qu'on si on voit une personne de là-haut. J'ai presque fini. Ne vous inquiétez pas. Donc avec ça, je vais construire une forme d'alphabet qui va me donner 8 signes de base. Donc, encore une fois, pour contextualiser, pour faire les terrains propices à les liens, mon système, il part de 2 valeurs initiales, les changements de poids et les changements d'orientation. Ces 2 valeurs, il me permet d'arriver en 8 signes de base. Ces 8 signes de base, il me permet de me donner 8 signes qui sont des variations, qui découlent de la combinaison des premiers 8 signes de base. Ça, je me suis rendu compte après coup. Et ensuite, donc, on a 32 signes qui vont me permettre d'écrire déjà un peu les mouvements. Et ensuite, j'aurai 32 signes aussi pour l'autre rôle. Et du coup, là, les fameux chiffres 64 qui reviennent dans ce système. Donc, avec cette découverte, cette invention de cet alphabet, je vais commencer à écrire les premières phrases où, notamment, il y a un signe après l'autre, tel comme des lettres alignées dans une page pour écrire en français. Chaque lettre, il suppose un changement de poids, il signifie un changement de poids, et chaque lettre, il nous montre dans les marches de la lettre elle-même ce qu'on peut appeler un croquis de parcours. Ça veut dire la page, elle est autant le temps que l'espace. Donc, les premiers signes, ils nous proposent un déplacement d'une ligne plus longue qui va vers l'arrière, tout en indiquant où elle était la chambre d'appui. Donc, la chambre d'appui, elle se trouve sur la chambre gauche, disons, et c'est la chambre droite qui va aller vers l'arrière. Et ça va produire un premier changement de poids. Les signes suivants, il sera un changement de poids vers les côtés. Et à chaque signe, on fait abstraction de signes qui étaient avant ou après pour pouvoir comprendre vers où on y va. Une fois que j'ai fait cette première phase, je me suis rendu compte, si je tourne la feuille et je lis les mêmes signes, je vais avoir les instructions pour l'autre personne du couple. Car les tangos, ils supposent en permanence 2 personnes une face à face. Donc là, ça va être un peu ma invention particulière. Je vais faire des signes qui puissent se lire des 2 côtés. Donc ça fera des textes que si on les interpose entre Franck et moi, Franck il va lire de gauche à droite et moi je vais lire de droite à gauche. Mais on va y aller tous les 2 ensemble, signe par signe, et du coup l'écriture elle va pouvoir se placer entre ces 2 consciences. L'écriture elle va devenir un peu les rapports, les liens entre ces 2 personnes. Et avec ça, je vais développer encore des signes spécifiques pour la personne qui suit. Du coup, je vais tout écrire un peu à l'envers pour respecter cette alternance de perspectives. Et je vais développer encore plus la manière de concevoir les systèmes pour arriver finalement à des partitions. Voilà. Je vous montre tout de suite des partitions comme ça, qui après, ils vont me mener vers une enquête sur plusieurs supports possibles pour gérer ces signes. Donc, je vais faire des cartes pour pouvoir jouer et mettre en question comment est-ce qu'on peut enchaîner ces signes. Je vais faire des prototypes de machines combinatoires. Je vais faire des tampons
voilà, qui vont me permettre de faire des partitions avec des graphismes toujours les mêmes. Je vais un peu effacer ce qu'on peut écrire avec ces tampons et je vais plancher aussi sur des projets d'écriture un peu automatique où je vais construire des partitions sans y avoir dansé avant ce que j'ai fait. Avant tout ça, je vais faire des vraies partitions à partir des vidéos et je vais faire aussi une recherche graphique pour voir comment cette signe il puisse évoluer vers des autres directions. Donc, j'ai dépassé les 4 minutes. C'est parfait. Vous êtes un danseur hors pair, Mathias. Je vais inviter Virginie Di Ricci. Restez, Mathias, avec nous. Je vais inviter Virginie Di Ricci. Alors, juste pour rappel, on doit sortir à l'extérieur de la rue, donc pas de la salle, à 13h. Il est 12h34. Pendant que Virginie s'installe, et je vais présenter Virginie Di Ricci, qui a accepté... donc Virginie Di Ricci est actrice. Elle travaille depuis plus de 25 ans avec ce metteur en scène Jean-Marc Musial. 25 ans, je crois, à peu près, entre autres, mais vous ne travaillez pas qu'avec Jean-Marc Musial. Si, essentiellement, on a commencé à travailler ensemble en 95. Exactement. J'ai proposé à Virginie, en fait, je lui ai dit, écoutez, Virginie, je lui ai dit plutôt tu, j'ai vu plusieurs de ces adaptations d'Artaud. Voilà, on va faire court là-dessus. Elle travaille sur un projet de, ce qu'on peut dire spectacle, en tout cas, autour d'Abel Gance Polyrrhine. Je vais essayer de faire court. Je lui ai fait une proposition par rapport à différents textes, dont un texte qui est issu de sémiologie, scénographie. Et puis, comme j'ai parlé de liberté, on est sur vraiment une liberté. Donc Virginie, voilà, vous avez... Oui, quelques mots, bonjour à tout le monde. C'est un petit peu improvisé. L'idée, c'était peut-être de faire intervenir des textes de Poliri pour qu'on en entende un peu. Ce qui est étrange pour nous, qui avons développé tout un pan de recherche, bien sûr, lié à l'image, à la scénographie et à toute la complexité de coordonner des matériaux sur une scène, envisageant toujours le théâtre comme étant non pas un art, mais entre les arts. On a été amené, donc on est passé au frénois aussi, on a été amené à développer divers rapports à la question notamment de la régie, et donc forcément de l'informatique, mais aussi de la question de l'émission et de la réception. Et on a découvert Poliri seulement en 2004, alors qu'on a commencé à travailler avec les matériaux électroniques exactement en 1998. Tout ça pour dire que je reviens à la source du début de la journée. Le mot navigation a été régulièrement employé. On est dans... Voilà, évidemment, on pense à Mallarmé et à son fameux poème « Un coup de dé, jamais n'abolira le hasard », qui a vraiment la navigation pour motif, pour sujet du poème. Et le septentrion comme sacre final du poème. À l'époque où Poliri s'est emparé de Mallarmé, déjà c'est révélateur quand même d'une ambition extraordinaire. De mettre en scène Mallarmé, ça révèle déjà vraiment de quelqu'un d'hors norme, parce qu'il faut quand même oser non seulement un coup de dé, mais aussi d'imaginer mettre en scène le livre de Mallarmé. C'est quand même vraiment vertigineux, c'est extraordinaire. Et je ne pense pas qu'à l'époque, Poliri savait que le poème de Mallarmé, Un coup de dé, contenait un code. Alors, il y a un psychanalyste qui a sorti un livre dans les années 40. Lorsqu'on lit la préface, en fait, il ne faut pas qu'une journée, mais juste Virginie, le coup de dé est mis en scène par les auteurs Lara. Le manuscrit du livre n'existe pas. C'est le professeur Henri Mondor, qui était professeur hospitalier, qui a entre les mains les manuscrits du fameux livre. Il est professeur dans un hôpital où le père du fameux Michel Corvin est comptable. Et le Henri Mondor va les donner à monsieur Scherer, qui va en faire une mise à jour qui n'est pas la totalité des manuscrits du livre, puisque les manuscrits du livre sont maintenant dans une bibliothèque
à Hookton Library aux États-Unis. J'ai acheté les microfilms et il n'y a pas la totalité. Mais dans la préface de la présentation, qui va être vraiment là pas un coup de dé, mais un coup d'effroi dans les années 50, il fait plusieurs lectures. Et donc il y a la lecture de Scherrer où effectivement il parle de combinatoire. Il y avait aussi ce psychanalyste français qui s'intéressait à Mallarmé qui avait déjà sorti un livre et il y a des connexions avec le livre du Viking, encore une fois le 64, ou la grande œuvre. Il y a des lectures alchimiques, mais surtout Jacques Polieri, René Scherrer sont invités à la ORTF, à la télévision française. Ça vaut son pesant de poèmes. Bonjour Monsieur Jacques Polieri, vous présentez ce soir le livre de Mallarmé, Monsieur Jacques Scherrer, et donc là les deux se marrent. Il n'y a pas de réponse, voilà, ils se marrent, voilà, il y a quelque chose de très ésotérique dans la réponse et dans le message. Rappelons juste que c'est sur la mise en scène du livre que Jacques Polieri va utiliser des caméras de télévision et les fameux vidéoprojecteurs Edophore, plus avec des dispositifs qui dépassent complètement le rapport public-acteur. C'est aussi des grandes choses qui me semblent intéressantes là. Oui, tout à fait. Voilà. Et alors depuis, il y a un certain Quentin Messaillou, un philosophe, qui a réussi à décoder le poème de Mallarmé en découvrant le chiffre 707. Oui. Mais Quentin Messaillou a fait ce livre après que je lui ai envoyé les originaux et qu'on ait fait aussi une publication numérique. Très bien. Et alors tout ça est très intéressant parce qu'en effet au centre, donc c'est le zéro, c'est le moment de la noyade. Et bon, tout ça pour dire que la question du code, en tout cas, était pressentie dans la recherche de Polieri à travers la poésie, et ça c'est assez extraordinaire. Voilà, et donc Franck, tu m'as soumis ce texte que je trouve assez incroyable de Polieri, qui est une sorte de poème assez énigmatique et qui est, à mon avis, une sorte de code aussi, peut-être, de sa pensée. À travers cette notion de zéro, je voulais exprimer aussi qu'une des dimensions de son travail qui me paraît vraiment extrêmement puissante, c'est la question de la dynamique du vide. Et que c'est ça l'œuvre, et que finalement l'œuvre n'a même plus besoin de contenu, puisque il s'agit presque de mettre en scène la dynamique de l'imagination elle-même. Et c'est à ça, il me semble, qu'il tend, et vers quoi peut-être il est arrivé. Et il disparaît lui-même dans son œuvre, et c'est troublant. Voilà, donc je vais vous lire ce texte qui s'appelle « Entre jouer et communiquer », où on sent bien que chaque mot a été pesé comme un scrupule peut l'être dans un poème. Figure ou trope de la rhétorique, faire participer à l'argument, idéalité de la Révolution française, rapport interhumain, communication, sens spécifique, révélateur d'un manque, enfin, d'une société. Le jeu, même avec partenaire, relève du défi. La méditation. Les jeux se vivent en solitaire. L'amour et la métaphysique. Le troc, l'échange, forme de communication. L'autre du miroir archaïque. Illusion, catoptromancie, mysticisme primitif, d'un double, intersubjectivité, ou subjectivité absolue, de l'imaginaire, du remaniement du signifiant,
le rapport à la naissance, la vie, la mort. La chaîne signifiante dans sa présence primordiale, l'autre. Je, entre agir et imaginer. Continuité du hasard. Anthropologie. Heuristique. Jeu réducteur d'entropie. Schéma de communication. Simulation. Théorie. Entre Eros et Logos. Le solidaire. La carte forcée. La concertation, l'opération commune, la compréhension, fructueux dans une approximation, mène à ou tendent vers l'uniformisation. La communication est contrepartie ou trucage, articulation du leurre. Stratégie de la répétition, jeu, réseau des préférences diachroniques, oublier la signifiance, jeu de l'automutilation et du masque, du manque à paraître, analogie de discours, forme ou trace onirique. On communique par le geste, la parole, le silence, par l'outil, modèles iconiques. L'instrument de communication produit d'une économie, d'une théorie, le comment, descriptif du peut-on échanger en jouant. L'outil supposerait le jouer. L'appareil spectacle sert à paraître, à jouer, à communiquer. L'image projetée, le théâtre, le film, la vidéo, la ville, l'ordinateur, variantes uniques, symboliques, structures d'un probable même jeu de communication, topiques identiques. D'un genre à un autre, la problématique varie peu. Le choix ou l'arbitraire sont renouvelés possiblement. La sophistication ou la technicité augmente, plus la sophistication où la technicité augmente, plus le feedback semble possible. Une société se mesure à ses productions, à la naissance de la forme. Le jeu se joue du non-jeu se jouant, à distance, aléatoire. Ces traces sont révélatrices. Je crois qu'on peut applaudir Virginie Di Ricci. Alors, j'ai un doute, Anatolie. On doit être à 13h derrière les grilles dans la rue, sinon vous restez avec moi dans cette salle. Je vous ai présenté de manière un peu trop rapidement Anatolie tout à l'heure, vous m'en excuserez, mais cet après-midi, donc on va reprendre cet après-midi, je le dis pour les personnes qui sont sur Zoom également, à 14h. Merci vraiment infiniment Virginie pour ta lecture, pour votre lecture.
Et bien sûr, merci Jean-Marc, beaucoup à Mathias et Jean-Marc. On a le temps encore un peu En fait, mot on a vraiment 3 minutes. J'aimerais juste rappeler qu'on reprendra pour les gens qui sont à distance à partir de 14h, qu'on pourra rentrer dans la salle à 14h, la grille sera ouverte et cet après-midi, une partie de la bibliothèque est ouverte. Donc on ne sera plus entre nous malheureusement. Peut-être que d'autres personnes viendront. Donc juste pour quelques minutes, Jean-Marc, sans vouloir être trop limitatif. Rapidement, non, c'est exactement ce type de matériau qui... nous parle forcément, parce que c'est vrai que c'est au-delà de l'aspect théorique, c'est vraiment notre matériau premier sur lequel on travaille. Nous, on a beaucoup travaillé sur cette idée, effectivement, comme disait Virginie, de déplacement, parce que ici, on est en France, et ici, c'est vraiment le règne de l'acteur et du texte. Alors, on n'est pas vraiment en France, on a la Bibliothèque nationale de France. Ah, ok, d'accord. Vous avez remarqué que sur la question de l'Hexagone, on a déplacé à quelqu'un qui va nous parler depuis Mexico, on a une Hollandaise qui va nous parler depuis Linz, on a Gauzy qui va nous parler entre New York et Hong Kong. Mathias, il travaille à Paris, mais bon, il est argentin. Non, mais c'est vraiment, souvent je parle de la question de l'Hexagone, c'est pas pour rien, tu le sais bien, Jean-Marc, et c'est bien que tu rappelles ça, c'est un aspect, c'est-à-dire que même dans une époque où la question de la performance, l'installation, l'art contemporain, les arts plastiques, tout ça c'est acquis, en fait, au-delà de l'aspect scientifique, il y a une présence, il y a, on l'appelle spirituelle, il y a quelque chose qui dépasse l'aspect simplement esthétisant ou d'une abstraction, où on en aurait fait le tour, ou d'un Paul Hirry qui par exemple serait utopique. Ok, d'accord, il a fait un théâtre, il a construit, mais d'un autre côté, personne ne savait l'utiliser. C'est pas de ça dont il est question. Et il suffit juste de lire les textes, et encore mieux quand on se plonge, mais ça reste encore une belle aventure. C'est ça qui nous reste. Tout à fait. C'est une belle aventure, et c'est ce qui nous maintient en vie. Mais pour faire court, la mise en scène n'est pas française. Voilà. En fait, voilà, la mise en scène, on retrouve l'origine chez les Russes, beaucoup, chez les Italiens, etc. Enfin bref, en tout cas, elle n'est pas française. Ici, c'est le règne de l'acteur. Donc tout ça pour dire que nous, on est arrivé sur un théâtre d'art. Vraiment, le premier à poser la question, c'est vraiment Tadeusz Kantor, c'est notre maître. Et donc, par cette question, par le fait de déplacer l'acteur, que l'acteur n'est plus le centre, même s'il est fondamental, bien sûr. On est dans une non-hiérarchisation des éléments. Et donc par là on est plein pied avec Paul Hirry, avec Gordon Craig, avec Appia, etc. Les grands réformateurs de la scène qui effectivement se sont rendus compte qu'un son, qu'une lumière a autant, si ce n'est plus, d'importance que l'acteur. Je crois que là, ta lecture, elle est évidente. Pour moi, il n'y a pas que ça dans cette histoire de Paul Hirry, mais c'est évident. Et en fait, cet art de la mémoire, je joue sur les deux, sur l'art de la mémoire, Giulio Camillo, c'est de ça dont il s'agit, et c'est bien de le rappeler. Et c'est bien de le rappeler justement à cette occasion. Merci beaucoup. Merci. Pas de pause pipi si vous voulez pas rester avec moi, excusez-moi, vous avez droit à des applaudissements, des enthousiasmes. Tout ça, ça n'ouvre que des dialogues. Voilà. Vous avez entendu dans le petit texte, qui n'est pas petit, qu'a choisi Virginie, bien évidemment, il est question de données, il est question d'ordinateurs. Mais on pourrait avoir cette lecture moderniste. Et Gérard Cognot, qui a beaucoup travaillé sur les avant-gardes plutôt russes et soviétiques, a beaucoup fait la différence entre modernisme et modernité. Mais on va s'accorder un temps de pause déjeuner. Donc on se retrouve à 14h dans cette salle, sur Zoom également. Et on aura l'occasion d'avoir cette personne depuis Mexico qui n'a pas pu parler ce matin à cause du temps imparti. Voilà, merci beaucoup. Merci Mathias, merci Virginie et Jean-Marc. Voilà, et merci à toutes et à tous de votre présence. Et surtout, n'hésitez pas à renvoyer des éléments concernant, comme je l'ai dit, il s'agit d'une journée de travail et de récolte par rapport à une publication prochaine avec notre ami et chercheur Federico Biggio qui vient de nous rejoindre en présence. Voilà, à tout à l'heure.